Bon, donc on va passer à la conférence sur la création amateur. Juste histoire de résumer, hein, je vous dis. Ah, c'est toi qui coupe le son, forcément. Eh oui, je parle trop fort. Ok. Donc on a Merek qui va animer la conférence et nos intervenants, nous avons Reinhardt, Senri, ensuite Eftake, donc il y a un amateur japonais qui va être traduit par Monsieur Pierre Vankov qui est juste à côté, et Emmanuel Débat tout au fond de la table, histoire de faire les présentations. C'est bon pour toi ? Oui, c'est bon. Bah, de toute façon, je vais demander à Bien chacun. sûr, chacun va après se présenter. Exactement. Ah bah si. Donc on va peut-être commencer par un petit tour un petit peu plus détaillé de présentation. Donc on va prendre la première personne à ma droite qui est donc Reinhardt. Bonjour. 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 Bah vas-y, présente-toi. Allez. Moi je suis français et j'habite maintenant au Japon. Donc j'avais l'habitude en France de faire beaucoup de conventions en tant qu'artiste dans les conventions françaises. Donc au début de Japan Expo, j'ai aussi en Suisse, en Belgique, à Londres. Et puis maintenant j'ai aussi dans les conventions en tant qu'artiste à Anime Expo, à Los Angeles, à Singapour et à Tokyo aussi. Donc principalement, donc je propose beaucoup de travaux originaux, du manga original, des illustrations, des artbooks et prochainement un projet d'animation aussi. Donc voilà pour l'instant. Très bien. Cédric, ton tour. Bonjour. Moi c'est Senri et voilà. Comment dire, moi je suis plus dans l'original. Énormément d'original, donc je fais des artbooks, beaucoup de bandes dessinées, donc c'est le but principal, le but à atteindre. Sinon, je suis localisée en France, moi. Au niveau des conventions, je fais beaucoup de conventions françaises. Je commence à tourner au niveau européen aussi, tout ce qui est Suisse, Belgique, je commence à regarder au niveau de l'Angleterre. Et voilà. Amen. Très bien. Maintenant, on va passer à Eftake. Bonjour, je m'appelle Eftake, j'habite à Tokyo, en Japon. まあ普段はデゾレジャポネ普段はエンジニアやっててアマチュアでコミックマーケットとかあとコミティアとかそういったところで作品を作ったりしてます。今回情熱初めての参加ということでよろしくお願いします。Voilà, donc je pense que vous avez tous compris qu'il s'appelait Monsieur Eftake, puisqu'il l'a dit en français quand même. Par contre, dans la vie, il est ingénieur, et sinon, en tant qu'amateur, il participe au Comiket et au Comitia, qui est un peu plus petit que le Comiket à côté. Et donc là, c'est la première fois qu'il est invité en France, en tout cas à la Jonetsu. Et donc voilà, il espère que vous ne serez pas trop dur avec lui. Très bien. Maintenant, c'est au tour d'Emmanuel Débat. Oui, bonjour. Donc moi, je suis française et je connais pas tellement bien l'univers manga et l'animation japonaise personnellement, parce qu'en fait, moi, je suis documentariste et j'ai en fait pour travailler depuis 5-6 ans sur plusieurs documentaires à propos des créations amateurs et notamment des créations de fans, c'est-à-dire les fanfictions, les fanzines. Le cosplay, enfin, vous connaissez tout ça très bien aussi, je sais. Et donc j'ai fait un web documentaire pour France Télévisions, Les Nouvelles Écritures, c'est la chaîne numérique de France Télévisions, et un autre pour France 4. Et là, je travaille sur un autre projet. J'aime beaucoup présenter cette créativité amateur au grand public et essayer de convaincre, dans mon milieu aussi, de la richesse de ces créations. Parce que c'est pas évident pour les personnes de France Télévisions notamment déjà de connaître, de savoir que ça existe et de voir la qualité que ça peut avoir. Voilà. Très bien.
Donc on va poursuivre un petit peu sur le tour de table avec une première question que je vais poser à tout le monde, qui est pourquoi et quand avez-vous commencé à faire du fanzine ou du doujinshi et la question annexe, pourquoi vous en faites encore? On va commencer par Reynard, du coup. On va repartir dans le même sens. Ben, pour ma part, donc, j'ai toujours voulu devenir artiste professionnel. Donc j'ai commencé à faire des conventions comme Epitanim, Japan Expo depuis 2008. Et donc au début je faisais ça une fois par an. Et au fur et à mesure, bon, ben, on se rend compte que ça devient assez rentable. C'est pas le cliché des conventions qui rapportent pas d'argent aux artistes. Donc en tant qu'artiste, ça apporte beaucoup. Donc on part vers... Je vois Senri à côté de toi qui modère tes propos en tous les cas. Ouais, on va dire que ça dépend des moyens qu'on y met, un peu en tout. Et je pense quand on a... quand on multiplie le nombre de conventions, ça aide pas mal aussi pour agrandir le public. Et je pense qu'il y a... Comment dire ? Donc, parce que moi, à la base, en fait, je faisais des études en géologie, donc il n'y a aucun rapport avec le dessin. Et parce que je faisais ça plus comme roue de secours pour dessiner à côté, parce qu'à la base, c'était plutôt un plan dans ce genre-là. Donc j'ai commencé à faire des conventions au début juste sur Paris, puis j'ai commencé à me déplacer un peu sur Toulon, en Belgique, à Londres et tout ça. Et à chaque fois, c'était plutôt rentable. Donc maintenant, je suis au Japon et puis je vis en tant qu'artiste. Donc pour l'instant, tout va bien. Très bien. Alors, quand j'ai commencé le Fazina, c'était il y a très longtemps. C'était au début des années 2000, en fait. À l'époque, c'était pas aussi important, on va dire. C'était plus de la bricole, à l'époque. Les imprimeurs n'étaient pas aussi étendus, on va dire. C'était un peu le système D, c'était un petit peu la galère. C'est pour ça que c'était pas si rentable que ça au départ. C'était plus pour partager quelque chose, c'était plus pour faire découvrir son univers aux gens. C'était une porte ouverte en fait, plus qu'un moyen de gagner quoi que ce soit. Après, c'est vrai que quand on se rend compte que les gens sont ouverts à vos univers, à vos idées, on se permet d'explorer un peu plus et de se permettre de produire plus. Et du coup, la rentabilité rentre en jeu. Mais pareil, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'utilise en réinvestissant pour justement me permettre d'étendre encore plus les idées que j'ai envie de partager, etc. etc. Maintenant, pourquoi j'en fais encore c'est triste à dire, mais je sais faire que ça. Voilà. Mais c'est très spécial, en fait. Le monde du fanzina, le monde de l'amateur, c'est très spécial. Parce que c'est une ambiance particulière. C'est quelque chose, c'est comme une sorte de famille, en fait. On retrouve les mêmes têtes. On a, même pas par rapport aux gens qu'on retrouve derrière les tables, mais c'est plus par rapport aux gens qu'on rencontre. On retrouve des têtes qu'on a vues dans d'autres conventions et qui vous disent « Ah, t'as quoi de nouveau ?» etc. Et en plus d'être gratifiant, c'est génial, en fait. Voilà. C'est tout. Du coup, Senri, je vais rebondir un petit peu par rapport à ce que Reynard t'a dit, mais est-ce que toi, tu envisages de passer pro à un moment ou quelque chose comme ça? Alors oui, mais je compte pas du tout lâcher l'amateur à côté, en fait. Je sais qu'au niveau éditeur, les éditeurs ont quand même certaines, on va dire, chartes à suivre ou des idées qui... Bon, il y a des éditeurs qui laissent beaucoup de liberté à leurs auteurs. Il y a aussi des éditeurs qui disent ça tu peux changer ça s'il te plaît. Et c'est vrai que dans le monde amateur, on peut se permettre de faire vraiment tout ce qu'on veut. On a une liberté totale, on est son propre patron. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, on se dit tant pis, moi je m'en fiche, je l'ai fait. Voilà. Je suis ravie d'avoir fait ce que j'avais envie de faire. Et au final, c'est le principal, se faire plaisir à soi. Et
ce qui est fantastique à côté, c'est que ça fait aussi plaisir aux gens en face. Voilà. J'ai commencé à j'ai commencé à faire de doujinshi à 2006 parce que mes copains dessinaient de doujinshi. Donc, je voudrais dessiner, faire de doujinshi et beaucoup de communiquer de mes copains. Vous avez compris? Et du coup, pour Aftake, quelle est la raison qui t'a poussé à continuer après? Parce que bon, on a bien compris comment tu as fait pour démarrer, mais pour continuer, pourquoi コミックマーケットってサークルチケットっていうのがそのスタンドの人はもらえるんだけど、それがプラチナチケットでそれをもらうためっていうのが。Donc c'était uniquement, il continue uniquement pour avoir des tickets Comiket Platinum qui sont donnés uniquement aux participants en fait. Donc, alors pour Emmanuel, vu que tu ne fais pas directement du dessin, mais du coup, pour parler de toi qui es rentré un petit peu dans le milieu, ou si tu veux, je peux rebondir parce que en fait, vas-y. je voudrais rebondir sur ce que Senri a dit par rapport au fait qu'elle voulait pas lâcher l'amateur et qu'elle et aussi au fait qu'au début, c'était un peu de la bidouille sur des supports pas très pro, quoi. Ça me fait penser à Jacqueline Lichtenberg. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme. C'est une auteure de science-fiction professionnelle aux États-Unis, mais qui a commencé sur des papiers qui étaient renéotypés dans les années 67-68, quand Star Trek a été annulé. Et elle n'a jamais lâché l'amateur non plus. Aujourd'hui, elle a 75 ans. Et elle continue donc d'être auteure de science-fiction et de se faire plaisir dans le monde de l'amateur parce que c'est sa famille. Et donc je suis totalement sûre que c'est quelque chose qui donne de l'énergie et qui confirme la vocation qu'on a de toute façon, quoi. Je voulais rebondir là-dessus parce que comme moi-même je dessine pas, je peux pas. Mais du coup, alors pour toi Emmanuel, je vais adapter un petit peu la question. Et pourquoi avoir du coup travaillé avec tout ce qui était fanfiction, fanzina? Pourquoi être... qu'est-ce qui t'a motivé à travailler là-dedans? Disons que moi, quand j'ai découvert les fanfictions, j'étais pas du tout au courant que ça existait. Naïvement, je pensais pas qu'on pouvait, quand on aimait une série ou qu'on pouvait en écrire la suite. Pour moi, c'était fait par des pros, justement, des auteurs et tout ça. Et ça s'arrêtait là. Et j'ai trouvé impertinent et étonnant que des gens s'approprient des univers, en écrivent la suite. Et en fait, j'ai trouvé ça formidable. Parce que moi-même, je n'aurais pas osé. Peut-être c'est une question de génération, peut-être c'est une question d'éducation, je ne sais pas. Mais quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai dit « Oh, mais merde !» Alors, j'étais vraiment étonnée. Et dans ce cas-là, c'est une des motivations pour faire des documentaires. Enfin, pour moi, c'est d'aller vers des choses que, a priori, je ne connais pas. Et comme ça, je rencontre des gens qui sont différents. Et leur créativité m'a semblé immense, surtout que je pensais dans le milieu créatif, puisque j'étais dans le cinéma depuis 15-20 ans déjà. Enfin, j'ai rencontré des réalisateurs dans ma vie, des auteurs et tout ça. Donc, je pensais connaître la partie créative de ma société, comme on dirait. Enfin, c'est un peu énorme de dire ça comme ça. Mais tout d'un coup, j'ai comme ouvert la porte et j'ai vu qu'il y avait plein de monde de l'autre côté. Et je dis, mince, pour moi, ça mérite vraiment quand même d'être... Déjà, que la porte soit bien ouverte. Et qu'on comprenne la richesse qu'il y a dans ces créations-là. Alors si je puis me permettre au niveau, quand vous parlez des fans qui réécrivent des passages ou qui continuent, qui font la suite, etc., si je puis me permettre, ce côté-là, c'est exactement ce qui ouvre la créativité à beaucoup, beaucoup de gens, c'est la frustration. C'est quelque chose que beaucoup de créatifs connaissent dans ce milieu, c'est-à-dire « Non mais cette fin m'a tellement frustrée, je me suis sentie obligée ».
il a fallu que je fasse ma propre vision de la chose parce que c'était pas possible. Voilà. Donc c'est vrai que ça a énormément ouvert de perspectives à des gens qui ne se pensaient pas créatifs et qui, au final, se sont rendus compte qu'ils adoraient ça. En se disant, moi, ça, j'ai pas aimé, donc j'ai fait ma propre version, où j'ai fait plus ou moins quelque chose, où j'ai tourné la chose à ma façon. Et en fait, j'ai tellement adoré ça que je continue, et il y a des carrières qui se sont lancées comme ça, on va dire. Voilà. Alors, je vais rebondir sur un petit peu. Enfin, tu vas garder le micro, on va dire. Et je vais commencer par te demander, du coup, vu que tu as fait pas mal de conventions en Europe, alors Reinhard aussi pourra peut-être un peu complémenter ce que tu vas dire. Par rapport à la France, où je pense qu'un peu de monde connaît, mais enfin, introduit peut-être un petit peu le marché français, quelles sont les différences avec le reste du marché européen? Je pense notamment en Allemagne, en Belgique ou en Suisse, enfin, là où tu as pu être, en tous les cas. Quelles sont les différences majeures que tu as pu noter? Alors, au niveau de la France, le public est assez ouvert. Au niveau de la Suisse, les Suisses, limite, ils sortent le portefeuille. Non, les Suisses, quand ils aiment, ils cherchent pas. Il n'y a pas de souci. Les Belges sont un peu plus frileux. Je pense que c'est un côté que le français a, qui est très exacerbé chez les Belges. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de d'a priori par rapport au monde amateur qui est, si c'est pas professionnel, si c'est pas publié par un éditeur, ça veut dire que ça vaut pas le coup. Ça veut dire que s'il n'y a pas si c'est pas estampillé professionnel, etc., ça veut dire que c'est forcément pas bien. Ça veut dire que c'est amateur, ça veut dire que c'est pas fini, ça veut dire que c'est pas le terme pas pro en fait. Et le terme non professionnel, au final, veut plus rien dire. Parce qu'il y a des amateurs qui sont meilleurs que des professionnels. Et c'est quelque chose, justement, que... Dernièrement, je trouve que la roue tourne. En fait, il y a énormément d'amateurs qui réussissent à vivre mieux que les professionnels. Parce que le système professionnel est complètement archaïque. Complètement archaïque, les auteurs s'y retrouvent pas, enfin bon bref, ça, c'est un autre débat pour un autre moment, pour un autre sujet, un autre temps. Mais maintenant avec les plateformes comme Patreon, les plateformes avec de crowdfunding, ce genre de choses, l'amateurisme décolle complètement. Les choses amateurs finissent par devenir plus professionnelles que les professionnels. Et les professionnels sont complètement largués. Et c'est pour ça que les ventes, au final, ne suivent pas, parce que je pense que beaucoup de gens se retrouvent mieux dans l'amateur que dans le professionnel maintenant, que dans les lignes éditoriales, en fait. Du coup, en Belgique, c'est un peu dur, parce qu'ils sont encore un petit peu... Si c'est pas professionnel, c'est pas bien. La France s'ouvre beaucoup. Je pense énormément parce que la France a un lien très 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 fort avec le Japon, qui est un pays déjà très ouvert à l'amateurisme. Du coup, il y a une partie du public français qui est extrêmement ouvert, et voilà, quand ils aiment, c'est pareil quand ils aiment, ils comptent pas, quoi. Voilà. Juste une petite remarque. Je suis assez d'accord avec tout ça. C'est qu'il y a aussi une partie du public en France où c'est assez l'inverse. Si c'est un manga qui est d'auteur français, qui n'est pas dessiné par un japonais, ils vont pas lire. Il y a aussi ce côté-là. C'est pas forcément la majorité, mais c'est un peu dommage quand même. Très bien. Oui. Il y a mon micro qui... Ah, oui. Oui, c'est mieux. Alors du coup, je vais rebondir sur Emmanuel. Vu que toi, tu connais beaucoup plus le milieu américain, ce que tu vois en tous les cas du milieu américain, alors entre ce qu'on t'a décrit et ce que tu as pu voir du milieu français, quelles sont pour toi les différences majeures ou mineures intéressantes de ce marché? Alors, je pense que ce que, en fait, Senri et Reinhard ont dit, les deux, ils ont en fait parlé d'un certain snobisme
parce que c'est ça, dire ça c'est pro, ça l'est pas, ça rejoint. Et je pense qu'en Amérique, ce snobisme existe beaucoup moins. Naturellement, chez eux, il y a moins cette notion de juger d'où vient la personne qui crée. Est-ce qu'elle a le label créatif homologué ou pas? Je pense que pour ça, c'est une qualité qu'il faut leur reconnaître. C'est qu'ils n'ont pas les mêmes clivages dans la société qu'on a créé nous, quoi, depuis longtemps. C'est notre système français qui est comme ça, avec des strates, quoi. Alors, évidemment, quand tout d'un coup, des auteurs de fanfiction, je reviens là-dessus, hein, je pense pas, c'est probablement, il faut faire le parallèle après avec les comics, je connais moins, mais ont énormément de succès, que ce soit en convention, que ce soit sur des plateformes, puisqu'on a cité Patreon, mais on peut citer Wattpad. Bon, eh bien, de manière pragmatique, les gens de l'industrie vont tout simplement aller les voir et leur dire toi ma cocotte ou toi mon coco, tu viens et on va faire affaire. Et donc le passage à pro, si c'est une question purement économique, se fait plus facilement parce qu'ils ont, comme ils n'ont pas le snobisme initial et ils ont ces plateformes qui leur font sortir comme ça des auteurs à succès. On connaît après la suite, puisqu'il y a des éditeurs qui sautent sur l'occasion. Mais en fait, là, quand on disait les pros ne sont plus, sont désorientés, c'est un peu ce que tu disais. Ce sont les éditeurs, c'est le système qui est désorienté, mais je pense que les créateurs, ceux qui sont des auteurs, de toute façon, restent toujours des auteurs. Si tu veux, amateur pro, la question elle est plutôt circuit de distribution ou pas, quoi. Enfin voilà, essentiellement les gens passionnés qui ont des choses à exprimer, ils le font, et c'est les plateformes qui proposent de nouvelles façons de s'exprimer. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Alors, histoire de préciser, parce que je pense que tout le monde ne sait peut-être pas, on a mentionné Patreon notamment, on n'a pas forcément détaillé vraiment ce que c'était. Donc c'est une plateforme, alors il y a des concurrents et il y a d'autres plateformes. Au Japon par exemple il y a NT, ce sont des plateformes où les gens donnent, alors soit c'est sous forme mensuelle, soit c'est à la sortie d'une prochaine création, de l'argent. De façon volontaire, alors c'est pour un artiste, il y a plein de projets différents, mais notamment alors pour ce qui est du fanzina, c'est typiquement je vais donner tant par mois. En échange, ils vont avoir des contreparties intéressantes. Ça peut être parfois, oui, vous allez avoir en avant-première ma prochaine production, ou vous allez avoir des images exclusives, des choses comme ça, ou des trucs en haute résolution que les autres n'auront pas, etc. Et ça va permettre, pour ceux, alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent à l'avoir en bon revenu complémentaire, voire en revenu principal. Ça leur permet de dire, bon bah voilà, j'ai tant de fans, ils me donnent tant, je suis capable de devenir plus indépendant, en tous les cas, ne plus avoir à bosser chez McDo ou ce genre de choses, pour financer ma vie et vraiment me consacrer beaucoup plus à la création en tous les cas. Du coup, alors Senri, pour faire le lien avec la prochaine question, je vais te demander, vu que tu n'es pas allé au Japon et que tu n'as jamais vendu au Japon, quelle est l'image que tu as du marché alors on dit dojinshi au Japon pour dire fanzine, pour ce qui est du fanzine papier en tous les cas, quelle est l'image que tu as de ce marché-là et des différences que tu imagines, vu que toi justement tu as peut-être tu es moins dedans, on va dire. Ah ouais, alors c'est un tout autre monde pour moi, ça n'a rien à voir. Quand je vois les queues qu'il peut y avoir au Comiket, quand je vois l'engouement qu'il peut y avoir pour des productions amateurs, c'est incroyable. C'est quelque chose que je pourrais même pas espérer en France. C'est quelque chose qui est, je pense, c'est quelque chose qui est propre et qui restera propre au Japon. C'est le pays, je pense qu'on peut dire ça, c'est le pays de la production amateur populaire, dans le sens qui marche vraiment sans limite. C'est même international. Je veux dire, quand on voit tous les micmacs que certains gens font pour avoir le dojin de leur dernier dojinka, qui passent par des proxys, qui sont prêts à payer des milliers pour avoir la copie parce qu'il leur faut. Mais en même temps, je peux pas jeter la pierre à personne. Bref, je sais de quoi je parle. Mais
Enfin, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Mais comme dit, moi j'y suis jamais allée. C'est quelque chose, c'est un peu une image. C'est une image un petit peu fantasmée du. Si on y va, on aura forcément du succès parce que les Japonais ils adorent les amateurs. Alors qu'on sait très bien qu'au final au Comiket, il n'y a que les populaires qui ont quelque chose, qui ont les longues queues, etc. Je pense pas qu'un anonyme puisse prétendre avoir une queue immense. Mais quelque part, ça fait rêver, c'est beau. Voilà. Très bien. Du coup, Reinhard, toi qui as pu goûter aux deux marchés, en tous les cas, marché français et marché japonais, tu as pu voir les différences. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Qu'est-ce que tu voudrais ajouter Pour ma part, j'ai participé à peu près 4 fois au Comiket, été, hiver et tout ça. Donc en fait, au niveau de la différence qu'on peut noter entre les conventions en Europe et au Japon, par exemple au Japon, on va retrouver principalement que des dojinshi, que des livres, que de la parodie, des illustrations et tout ça. C'est vraiment que des livres en très grande majorité. Alors qu'en France, on va trouver un peu de livres, des illustrations, des posters. Au Comiket, c'est vraiment principalement des livres, que des nouveautés. Donc les artistes sortent à chaque fois un nouveau livre par Comiket. Donc en France, ça peut arriver des fois que des artistes ne sortent pas de nouveautés pour des conventions, tout ça, parce qu'ils bossent à côté. Enfin, le contexte est assez différent. Et on va dire qu'il y a tout un contexte au Japon, comme le fait qu'il y ait énormément d'imprimeurs pour artistes, pour dojin et tout ça, qui facilite aussi la production de dojinshi, de fanzine. En France, on galère un peu à trouver de bons imprimeurs, des moins chers. On est obligé de chercher un peu plus en Allemagne, en Italie, surtout en Italie. Et sinon, en fait, ce qu'on peut aussi dire, c'est que au Comiket, il y a plus de 30 000 exposants artistes. En France, par exemple, à Japan Expo, on est dans les 200, 300 maximum. Alors peut-être pour préciser aussi, le Comiket a lieu 2 fois par an, alors que Japan Expo 1 fois par an. Et au Comiket, sur les 30 000, il y en a aussi, c'est une sélection. C'est-à-dire que tout le monde ne rentre pas, alors que Japan Expo, vous déposez un dossier, vous êtes sûr d'y aller, quoi. En fait, il y a une partie sélection, mais il y a aussi une partie, en fait, quand on veut pour la première fois son stand au Comiket, c'est à la loterie. Donc tant qu'on n'a pas été pris une fois au Comiket, on sera toujours à la loterie. Et une fois qu'on a été pris, en fait, il y a tout sur le dossier d'inscription. Ils nous demandent ce qu'on compte sortir comme livre, combien d'exemplaires on veut faire, combien on a vendu à la dernière édition, etc. Et en fait, tout ça leur sert aussi à placer les exposants selon leur notoriété, selon leur popularité. Parce que quand on voit là-bas, donc aussi la différence qu'on a avec les conventions françaises, en France, on va prendre l'exemple de Japan Expo, on choisit soi-même son stand par rapport aux disponibilités. Donc l'artiste choisit. Au Japon, ce sont les organisateurs qui placent les artistes selon la popularité. Donc les plus populaires vont être placés sur des stands plus à l'extérieur parce qu'ils savent qu'il y aura beaucoup de queues générées et qui ne vont pas gêner un peu les couloirs, les allées entre les stands. Donc tout est vraiment bien organisé de ce côté-là. Après ça arrive, moi ça m'est déjà arrivé la première fois, mon premier Comiket. Je me suis retrouvé avec une voisine, on était en plein milieu d'allée, donc c'est pas des super bons emplacements au début, ce qui est normal. Mais elle a vendu 800 bouquins en 1 heure. Et en fait, il y a une queue de dingue qui s'est placée devant mon stand. Mais il y avait plein de staff en fait, ils sont vraiment géniaux. Ils organisent en fait les files et ils font des trous pour que les gens puissent passer sur mon stand quand même. Donc là en fait, personne s'attendait, même la voisine, à vendre autant de bouquins aussi rapidement. Donc là, c'est assez exceptionnel qu'il y ait beaucoup de files en plein milieu d'une allée. Après, alors tu l'as mentionné pour Japan Expo, on peut choisir son emplacement, on peut choisir les options. Au Japon, les stands, c'est standard. Vous avez une table, d'ailleurs une table que vous partagez avec quelqu'un d'autre, sauf si vous êtes vraiment extrêmement populaire. Et du coup, l'espace est extrêmement réduit par rapport à chez nous où on peut demander 2 tables, des options, de l'électricité, etc. généralement. Alors en France, principalement, on a une table de 2 mètres. On peut avoir 4 mètres, on peut être en angle. Au Japon, on a une petite table de 1 mètre qui n'est pas très étroite non plus. Donc on a vraiment la place de mettre que quelques bouquins. Et puis au niveau des affichages, c'est vraiment système D, plein de monde.
Et puis bon, on est un peu entre la France et le Japon, mais aux États-Unis c'est très différent aussi à côté. Donc chaque pays a un peu son système. Très bien. Du coup, je vais rester avec toi 2-3 secondes. Par rapport au Japon, notamment, tu as parlé un petit peu de tout l'aspect stand, etc. Mais est-ce que quand tu es arrivé pour la première fois, quel a été un petit peu l'accueil que tu as reçu? Parce que pour eux, tu es quand même un étranger, tu es quelqu'un qui n'est pas... Enfin, tu es français, t'es pas japonais. Et éventuellement, quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer, que ce soit par rapport aux fans, par rapport au marché de façon globale, etc. Bah, c'est assez simple. Donc au Japon, donc on se pointe. Enfin moi j'ai eu le temps de faire un peu depuis quelques années mon public en France, mais au Japon personne me connaît. Donc en fait je me pointe, mais la première convention que j'avais faite en fait c'était pas le Comiket, c'était une petite convention qui s'appelait le Kaigai Manga Festa, donc en fait du doujinshi d'artistes étrangers. Mais en fait, c'était une zone où en fait, quand les Japonais venaient, ils savaient qu'ils avaient rencontré que des artistes qu'ils ne connaissaient pas. Donc j'ai pu faire un petit peu de public là-dedans. Mais sinon, en arrivant au Comiket, bah, c'est un peu la claque, quoi. On voit beaucoup de monde. Il y a à peu près 550 000 visiteurs sur 3 jours. Mais le stand n'est pas très cher non plus. On expose une seule journée sur les 3, parce que chaque journée a des thèmes différents. Et bah, les gens, en fait, il y a tellement d'artistes qui ne peuvent pas acheter chez tous les artistes qu'ils apprécient, qu'ils ne connaissent pas. Donc en fait, ils préparent des plans, ils achètent les catalogues à l'avance, et ils repèrent, ils ont tout leur itinéraire, planning et tout ça. Il y a un spécialiste à côté aussi, là. Et voilà, parce que si on fait pas ça, on peut se retrouver à ne pas pouvoir acheter la moitié de ce qu'on a prévu d'acheter. Parce que la grande différence aussi, c'est qu'en France, alors on a nos stands, mais les gens ne viennent pas en priorité pour les artistes. Les artistes amateurs. Oui, les artistes amateurs, parce que les artistes invités, voilà, les gens viennent principalement pour eux. Ils regardent les stands pro, et ensuite ils vont voir chez les fanzines. Alors au Comiket, les gens viennent directement sur les stands d'artistes, parce que les artistes, comme ils ne sortent un doujinshi que pour une édition, l'édition d'après, souvent ils sortent encore un nouveau. Donc ils s'arrangent pour être en rupture de stock pendant la journée. Donc principalement c'est autour de midi. Parce que déjà les journées sont très courtes aussi. C'est de 10h jusqu'à 16h. Mais ça c'est valable pour toutes les conventions au Japon. Nous on a l'habitude de conventions. Bah, par exemple Jonetsu on ouvre à 10h, on ferme à 19. Le Comiket ça ouvre à 10. 10h jusqu'à 16h. 16h ouais, quelque chose comme ça. Et alors, déjà à 11h midi, les gros stands, il y en a certains, ils sont ah bah non, moi j'ai fini ma journée. Alors Comiket, en plus je dirais que c'est le plus long. Parce qu'il y a plein d'autres petites conventions comme le Comitia, Komikichi, tout ça. C'est de 11h jusqu'à 15h. Faut rusher. Ouais. Donc tous les ventes se font au début. Et à partir de 13h, il n'y a plus rien. Les gens sont encore là. Ils restent en périphérie de la convention pour lire ce qu'ils viennent d'acheter. Ils sont à portée de main, mais non, ils n'approchent pas. Donc faut tout vendre au début. Donc là, en fait, moi pour ma part, donc au début, première édition, c'était un peu compliqué, mais j'arrivais à rentabiliser parce que c'était pas très cher non plus. Et puis au fur et à mesure, j'arrivais à faire un petit public. Donc par contre, les Japonais, donc la seule différence aussi, l'une des autres différences par rapport en termes de public, en France, les gens ont moins de budget. Donc ils achètent, ils comparent un peu les prix entre les différents stands. Lui, il vend un bouquin plus cher, lui moins cher, etc. Enfin, ils font des comparaisons. Au Japon, ils ne comparent pas les prix. Si un bouquin leur plaît, ils achètent, quel que soit le prix. On va dire, moi, je vends des bouquins assez chers, surtout au Comiket. J'ai des artbooks que je vends à l'équivalent de 5000 yens, dans les 40 € ici. Alors que beaucoup d'artistes là-bas vendent des bouquins à maximum à 10-15 €. Donc je suis quand même content de voir que des Japonais qui ne me connaissent pas achètent quand même des bouquins à ce prix-là. Donc ils arrivent, ils regardent le bouquin, bon, ils sont super contents. Bon après il y a le coût de fabrication qui est très cher, ce qui est assez spécial. Mais voilà, quand je leur dis le prix, 5000 yens, ils se disent pas « Ah c'est cher ». Et je regarde si j'ai assez d'argent. Ah, si j'ai assez, voilà. Ou sinon j'ai pas assez, tant pis. D'accord. Et du coup une petite dernière question par rapport à ça, avant que je fasse intervenir d'autres gens.
Au niveau du Japon, est-ce que tu as dû adapter ton contenu? Alors je pense par exemple, déjà il y a tout ce qui est contenu pour adultes ou pour la pression, pour ceux qui ne le savent pas, au Japon on a obligation par la loi de censurer les parties génitales. Mais même en dehors de cet aspect qui est purement juridique, est-ce que tu as adapté ton contenu quand tu es arrivé au Japon ou quand tu as publié au Japon Moi, j'ai rien adapté du tout. Donc, vraiment que les textes en japonais. Et de toute façon, je pense que les gens aiment vraiment le produit brut, même qui sort de la tête de l'artiste. Donc, surtout dans les environnements comme le Comiket. Donc là, pour l'instant, je vends la même chose dans tous les pays. Il n'y a pas de souci pour ça. Très bien. Et alors du coup là la question va être plus pour toi Reinhard et pour Ftake en même temps, c'est le fait que le dojinshi, alors pour beaucoup de gens, et bon, j'espère pas beaucoup de monde ici mais on sait jamais, le dojinshi est souvent assimilé avec un produit pour adultes, c'est-à-dire basiquement un petit manga fin où il y a du cul, voilà, on va dire assez crûment. Qu'en est-il en vrai? Est-ce que vous avez une idée de la proportion qui peut y avoir? Alors pas forcément sur une convention, mais je vais prendre le Comiket parce que lui est est quand même représentatif un petit peu de l'ensemble. Donc voilà la question pour vous. Donc on va commencer par Reinhard et puis Mihalu pour intervenir après. Bah, quand on se balade au Comiket, donc principalement on voit très peu de bouquins pour adultes. Parce que je pense tout le monde a cette image-là, parce que sur Internet, je pense que les recherches s'orientent beaucoup vers les bouquins pour adultes et tout ça, enfin que ce soit des vidéos, des Oui, et dojinshi et tout Google ça. s'adapte du coup aux Oui, recherches voilà. les plus populaires. Hein. Ouais, voilà, on tape dojinshi et puis on tombe sur du R18. Enfin voilà, c'est vrai que quand je dis aux gens que je fais du dojinshi ou des choses comme ça, les gens s'imaginent tout de suite un produit pour adultes. Alors que non, quand on va là-bas, il y a vraiment de tout. Enfin, quand je dis de tout au Comiket, ça part même des créations de bijoux, de poupées. Il y a des fans de guerre, de trains, ou des dojins où on voit que des trains dans les bouquins. Oui, il y a plein Voilà, Alors pour le dojinshi, effectivement, il y a plein de trucs spécialisés. Moi aussi, j'ai pu voir, il y a des mecs qui éditent des dojinshi sur de l'électronique. Une fois, j'ai vu des mecs qui faisaient un hack sur de la Dreamcast et ils disaient, regardez, j'ai pu mettre un AutoS dessus et ils écrivaient un bouquin sur voilà comment faire. Donc effectivement, il n'y a pas que... Donc après, c'est vrai, il y en a qui deviennent connus grâce au dojinshi R18 et tout ça. Mais comment dire Ce serait un biais de considérer qu'ils sont les plus présents, en tous les cas. Ouais, non, il y en a qui sont très connus pour ça, mais voilà, c'est pas la majorité non plus, loin de là. Donc, Ftake, as-tu quelque chose à ajouter sur ça? 実際は少ないです。そうですね、コミケの中でエロいのってどれぐらいかな、3割ぐらい、30% ぐらいあるかないかぐらいですね。意外に普通のものが多いです。はい。 Oui, donc en fait, la légende veut qu'il y en ait beaucoup, mais en fait, c'est pas tellement que ça. Il y a à peu près 30% de la production qui doit être pour adultes. Et la grande majorité, donc le reste, c'est des choses normales. Ce n'est pas sale, n'ayez pas peur. Du coup, un petit peu en parallèle de ça, et là c'est encore une fois sur le Japon. Comment ça se passe pour la parodie au Japon? Parce qu'on a en tête, alors on a notamment les contenus pour adultes, mais du coup, comme on vient de le dire, il n'y a pas que ça. Comment ça se passe au niveau, je fais un dojinshi sur une grosse licence de, je sais pas, je vais prendre Pokémon, voilà, je vais faire un dojinshi sur Pokémon parce que je veux dire un truc comme ça. Comment ça se passe au Japon? Alors au Japon, au Comiket, au niveau des productions amateurs, ça doit représenter peut-être 80%, voire 90% de dojin au Japon. Et ce qu'il faut savoir, la question qu'on se pose toujours en tant qu'artiste en France, c'est est-ce que j'ai le droit de faire du fan art? Est-ce que j'ai le droit de vendre des posters? Est-ce que j'ai le droit de vendre des dojinshi sur une série? Donc au Japon, il y en a beaucoup qui se vendent. Ce qu'il faut savoir, ce que je disais tout à l'heure, donc on retrouve beaucoup de bouquins. Donc les bouquins font un peu partie de la catégorie parodie. Parce qu'on réimagine les personnages sous d'autres contextes, etc. Par contre, moi, ce que j'ai pas mal entendu, c'est que les bouquins sont tolérés
parce que ça reste interdit quand même de base de commercialiser un produit à licence. Donc les doujinshi sont tolérés, parce qu'il y a quand même du produit et ça contribue quand même beaucoup à faire de la com gratuitement pour les licences et tout ça. Et ils savent que les artistes japonais gagnent déjà très bien leur vie en tant qu'artistes, donc ils se font pas beaucoup, ils font pas des doujinshi pour se faire beaucoup d'argent. Ils vivent déjà bien en tant qu'artistes. Et aussi, donc ce que j'ai entendu dire, c'est les artistes par contre qui font moins de bouquins et qui font plus de goodies autour des licences sont beaucoup plus mal vus. Il y a des gens qui reçoivent des avertissements de la part d'ayants droit, etc. Donc quand ce sont des bouquins, ça va. Quand on vend que des goodies, en fait, on voit le côté où la personne essaie de faire que du bénéfice dessus, quoi. Donc là, c'est un côté où la personne se fait plus de l'argent dans le dos des sociétés. Enfin, c'est vu un peu comme ça. On attend juste qu'ils finissent de traduire vite fait. Et j'attends pour passer la main à Ftake pour voir s'il a quelque chose à ajouter. 本であれば基本的には問題がないって言い切っちゃえるかどうかってなるんですけど、あまり問題がないです。ただしグッズはちょっとやっぱり厳しいかなっていうところですね。キーホルダーとか缶バッジとかそういったものはちょっとやっぱり本家というか、メーカーがちゃんと売るっていうところを奪っちゃうっていう市場を奪っちゃう可能性があるので、そこはやっぱり厳しく見られているっていうのはありますね。本であれば基本的にはみんなのその妄想とかが形になっているだけなので、一つの意見として受け入れられているのかなと思います。Donc, comme il vient d'être dit, effectivement, quand ce sont des créations de livres, on accepte ça comme étant une sorte de version, une sorte de voilà, l'avis d'un fan, l'opinion d'un fan sur une série ou sur ce qui devrait être, etc. Et donc, voilà, c'est laissé tel quel et on ne va pas trop aller lui chercher des poux. Par contre, quand ça devient des porte-clés, des petites babioles, etc., il y a déjà un marché professionnel qui vend ce genre de choses. Et donc, forcément, on est en train de grignoter sur des parts de marché qui, a priori, sont, entre guillemets, réservées aux pros. Et donc, voilà, ce sont des plates-bandes gardées. Et donc, quand on est amateur et qu'on essaie de faire des choses comme ça, on est assez mal vu. C'est vrai. Alors du coup, Ftake, petite question par rapport à notamment ce que tu crées. Je sais que tu fais des doujinshi qui sont pas forcément, manga dans le sens du dessin seulement ou de la parodie, quelque chose comme ça. Donc déjà, je vais te laisser décrire un petit peu le type de doujinshi que tu fais. Et j'aurais voulu te demander quel était éventuellement le ressenti des autres doujinka par rapport à ce marché, ce milieu qui fait du doujin plus potentiellement informatif, sur des thématiques qui ne sont pas de la parodie et du dessin pur. 普段は漫画を描いてます。今回はちょっと漫画を描くとフランス語がすごく難しいのでちょっとイラストレーションの本にしましたと。周りから見るとそんなにうまいわけで上手なわけではないんですけど漫画を描いてる人みたいなそういうイメージで持たれてるのかなというところですね。オリジナルを作ったりとか、あとはパロディを作ったりとか最近はパロディがちょっと多いかなといったところですね。はい。Oui, donc il fait plutôt dans la parodie. C'est vrai qu'il est, comment dire, comme il a dit, oui, je ne suis pas aussi doué que certains autres dessinateurs, mais je suis quand même considéré comme, on va dire, pseudo-mangaka, et j'essaye de faire plutôt... Alors il dit des histoires avec pas mal de textes, mais comme le français c'est difficile, il essaye surtout d'avoir beaucoup d'images et peu de texte. Parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Mais oui, il est...
bon, il est pris entre guillemets comme un des leurs, quoi. Il n'y a pas vraiment de. Je pense que de ce côté-là, il est un peu spécial parce qu'il y a du français dans ses doujinshi, enfin dans ses trucs, quoi. Mais à part ça, il est plus ou moins vu comme étant pas spécialement une exception, je pense. Alors du coup, on a parlé un petit peu de parodie, notamment le fait qu'au Japon c'est assez toléré, enfin assez ouvertement toléré. En France, pour petit rappel, c'est très très encadré. La loi sur la parodie n'est quasiment que, alors corrigez-moi si je me trompe, mais normalement que sur tout ce qui est aspect, comment dire, euh, tourné en dérision, comique, caricature. Voilà, merci. Et là, je vais remonter vers Emmanuel. Qu'en est-il pour les USA, notamment? Alors, pour ce que je sais, donc les USA, on se retrouve exactement dans la même configuration que ce qui a été évoqué là par Reinhardt et Eftake, c'est-à-dire qu'il y a une prime à la créativité. Et quand on crée une nouvelle version, c'est protégé. C'est le fair use, ça s'applique à tout ce qui est fanfiction, encore une fois, dans la mesure où il y a une réinterprétation par un lecteur ou une lectrice du canon, c'est protégé par le fair use. Après, évidemment, je suppose que les limites, la vente de goodies et de pins et tout ça, ça doit tomber exactement dans la même problématique de produits industriels. Enfin, donc je pense que c'est assez comparable, Japon et États-Unis, pour ce que je sais. Simplement, la vente donc des œuvres de fans est possible aux États-Unis, justement quand c'est très transformatif. Plus l'œuvre est transformative, plus elle est loin du canon et plus elle est protégée. C'est pour ça que, à la limite, les slash vont être finalement quelque part plus protégés que des fanfictions non slash. C'est bizarre, mais c'est un peu une prime à la transformation. Puisque, comme ça, le propriétaire, l'ayant droit, ne va pas dire « Ah, ça ressemble ». Il ne peut pas parce que tout est changé. Donc, même l'orientation sexuelle des personnages. Donc voilà. Il y a des cas de commercialisation d'œuvres transformatives. Il y en a certaines qui se sont bien passées, naturellement, parce que c'était très transformatif. Il y en a d'autres où il y a eu un problème. Vous connaissez sûrement, il y a eu par exemple une réinterprétation de Autant n'emporte le vent. Et ils ont failli bloquer la vente du livre. Ça ne s'est pas fait finalement. Ils ne sont pas allés jusque-là. Et puis, par exemple, une réinterprétation de Lolita de Nabokov. Des exemples comme ça qui ont été limites parce que les ayants droit voulaient empêcher les ventes. Mais ça a quand même été résolu. Donc ils sont protégés eux aussi là-bas pour ça, c'est bien. On est vraiment en France... on est un peu l'exception là-dessus, du coup, non, par rapport à ces deux Europe, autres marchés. L'Europe, en fait. Entière. Voilà. Et ça ne va pas s'améliorer, hein, je pense pas, malheureusement. Oui, je voulais aussi faire part de mon expérience aux États-Unis. En fait, l'an dernier, j'avais été à Anime Expo, donc c'est l'équivalent de Japan Expo là-bas. Et en fait, surtout le côté artiste, parce que moi j'étais dans l'artiste allé. Et j'ai vu pas mal de posts sur Facebook avec des artistes américains. Et en fait, toujours cette question de est-ce que j'ai le droit de vendre du fan art ou pas. Donc il y a beaucoup de réponses qui sont assez claires. Il y a des grandes licences comme Disney, Nintendo et tout ça. Dès qu'on fait des fan art dessus, voilà, les ayants droit tombent sur les artistes directement. Donc par contre, les artistes, on va dire Anime Expo, ce que je trouve dommage, c'est qu'on trouve énormément de fan art, mais surtout vendu que sous forme de print. Donc par contre, j'ai vu aussi qu'il y avait certains accords avec les ayants droit américains comme Crunchyroll, où en fait ils disent aux artistes, vous avez le droit de faire du fan art, mais il ne faut pas mettre le nom du personnage ou de la série sur l'illustration. Donc c'est l'une des conditions un peu quoi. Donc ils gardent quand même parce que ça leur fait un peu de com, de pub et tout ça. Mais voilà, c'est pas tellement bien vu non plus. Enfin, ça dépend vraiment comment c'est fait. Mais quand c'est vraiment du fan art, vraiment que de l'illustration du personnage, quand il n'y a pas de détournement ni parodie, ouais, c'est par rapport à ce cas-là, quoi. D'accord. Alors je vais rebondir un petit peu sur Eftake, à savoir que là ça n'a pas été évoqué, mais peut-être qu'il en a entendu parler. Il y a eu il y a quelques années des soucis au Japon, notamment au niveau de la parodie, avec Nintendo qui avait attaqué un artiste là-dessus.
Du coup, qu'en est-il aujourd'hui pour le cas Nintendo ou des autres et comment est-ce que ça a pu affecter le marché selon lui et comment il voit l'affaire? 日本だとそういう意味では任天堂もダメなんですけど、あとコナミとディズニーは厳しいっていうのはありますね。会社には関わるなっていうのが日本の同人の中での暗黙のルールみたいになってます。Oui, donc c'est une sorte de règle tacite entre dessinateurs. Surtout, tu t'attaques ni à Nintendo, ni à Konami, et surtout pas à Disney, quoi. C'est vraiment... n'essaye même pas. Alors, je vais un tout petit peu contester ça, entre guillemets, dans le sens où, effectivement, ces dernières années, j'ai pu voir des doujinshi assez poussés, dirons-nous, sur du Pokémon, qui est pourtant une licence qui appartient à Nintendo. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas eu justement une sorte d'assouplissement récemment par rapport à ça?多分過激なポケモン同人誌は多分即売会だけで売って売って逃げるみたいな売り逃げなんて言うんですけどそういうやり方をやっているケースがほとんどですね。僕の友達でもポケモン同人誌作っていや即売会だけですって言ってたりしたんで、そんな感じでうまく逃れてると思います。Donc en fait le truc c'est de vendre les stocks et de se barrer. C'est vraiment c'est la technique de base et puis bon il faut surtout dire voilà ça va être uniquement pour tel event. Voilà pour tel event je fais un doujinshi Pokémon absolument indescriptible. Il y en aura 50. Vous venez, vous les prenez et ensuite vous m'avez pas vu. Voilà. Et c'est comme ça que les gens font quand ils ont vraiment un truc qu'ils veulent faire sur quelque chose où c'est un peu plus compliqué. Du coup, je vais revenir un petit peu sur Reinhardt. Tu l'as mentionné, le fait que tu voulais passer pro au Japon, en tous les cas. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu penses que le doujinshi est notamment un bon tremplin pour aborder le marché, tester le marché peut-être et voilà, comment ça se passe? Je dirais qu'en fait au Japon, tremplin, je dirais pas forcément. En fait, de nos jours, là, depuis quelques années, c'est surtout Twitter qui sert beaucoup de tremplin au Japon. Donc là, on voit surtout les artistes japonais qui utilisent de plus en plus Twitter par rapport à Pixiv. Et en fait, là, ils commencent à avoir de nombreux, vraiment plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, 100 000 abonnés ou des trucs comme ça pour des simples artistes de doujin. Enfin simples, ils sont aussi professionnels et tout ça. Mais quand on va là-bas, si on n'a pas un style qui accroche un peu le public directement comme ça, c'est assez dur. Donc il faut pouvoir accrocher le public autrement. Donc tout à l'heure, j'avais parlé d'une voisine à la première édition de Comiket que j'avais faite, qui elle en fait avait joué un peu sur un buzz. Donc il y a une série, un jeu japonais qui est très populaire, un peu moins maintenant, qui s'appelle Kantai Collection. Et en fait, il y a vraiment de nombreux personnages dedans, des centaines. Et en fait, tout le monde dessine les mêmes personnages, donc les plus populaires et tout ça. Donc ça fait quand même beaucoup de concurrence de ce niveau-là. Mais elle dessinait les personnages que personne d'autre dessinait. Donc surtout en Yuri, tout ça. Donc je pense que ça a beaucoup joué, parce que j'avais discuté avec cette voisine-là, elle me disait les éditions d'avant, elle vendait 20-30 exemplaires d'un bouquin. Mais là, il est passé de 20-30 à 800 d'un coup. Basiquement, elle s'est positionnée dans une niche, quoi. Oui, clairement. Donc au Japon, comme il y a vraiment beaucoup de monde, on sait qu'il y a du public un peu pour tout. Même vraiment les trucs auxquels on peut même pas imaginer, quoi. Et du coup, oui, pour tout ce qui est aspect professionnel, enfin professionnalisation, comment tu penses que ça se passe? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que, entre guillemets, en y mettant des efforts, on y arrive? Ou est-ce qu'effectivement, il y a potentiellement des barrières? Alors, je pense pas forcément que pour toi, mais aussi pour les Japonais eux-mêmes, des barrières à sauter, en tous les cas. Là, on va dire que le Comiket, les éditeurs, les professionnels se baladent peu en convention. Donc c'est plus facile de rencontrer les professionnels au Japon. Donc, et puis on n'a pas besoin de montrer un CV ou un truc comme ça. On montre un portfolio et puis ça leur plaît ou ça leur plaît pas.
Donc c'est plus comme ça. Donc en France, il y a quelques années, on va dire il y a 5-6 ans, il y avait encore des éditeurs qui se baladaient dans les allées des artistes. J'ai l'impression que maintenant, plus trop. Donc il y a eu des gens qui pouvaient avoir des contrats d'édition comme ça, en rencontrant au début des éditeurs qui se baladaient, qui prospectaient des artistes comme ça. Mais au Comiket, avec le nombre d'artistes qu'il y a, je pense que c'est plus dur. Et puis de toute façon, on voit sur Internet la popularité des artistes japonais. Donc je pense que rien que ça c'est suffisant pour contacter des sociétés professionnelles, quoi. Après, je pense. Alors, tu as cité beaucoup le Comiket, mais je pense par exemple pour un event plus mineur auquel moi j'ai pu aller, qui était le Comitia, il y avait des stands éditeurs où il y avait des dojinka qui venaient, qui présentaient leurs dojins, et éventuellement dans le but de se faire éditer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est efficace ou est-ce que bon, c'est plus pour faire bonne figure? Ah non, ça c'est vraiment super efficace parce que moi je suis venu au Japon au début dans le but de me faire éditer en tant que mangaka. Donc j'ai pu rencontrer des éditeurs et tout. Et en fait, au Japon, on rencontre très facilement des éditeurs. C'est pas comme en France. Donc on voit des éditeurs, ils sont un peu comme des coachs. Donc ils voient quelqu'un arriver devant eux à l'entretien. Ils disent cette personne-là veut se faire éditer dans mon magazine. Donc je vais lui donner un peu toutes les astuces, tout ce qu'il faut pour se faire éditer. C'est pas je regarde ce que tu fais et ça convient pas. Donc je te dis ce qu'il faut faire pour y arriver. Et en fait, au Comitia, donc, il y a Comitia, maintenant Comic City qui fait ça, qui est plus orienté pour public féminin. Mais le Comitia, au début, il y avait même pas 10 stands de magazines d'éditeurs. Mais l'avantage, c'est de pouvoir rencontrer plusieurs éditeurs le même jour. Donc on vient, on s'inscrit, et on rencontre un éditeur comme ça, et on montre ses planches. Donc soit un dojinshi qu'on a fait, soit juste des planches de manga. On n'a pas besoin forcément de participer en tant qu'artiste à la convention. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent pour rencontrer les éditeurs directement là-bas. Donc moi la première fois j'ai dû rencontrer en une journée 3 éditeurs d'un coup, quoi. Du coup, alors une question plus pour Ftake. Qui est, vu que toi tu es là depuis, comme tu l'as dit, depuis 2006 sur le marché du dojin, alors peut-être que tu as aussi eu une vision un peu plus tôt que ça, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du marché de façon globale au niveau du dojinshi, à savoir que ce soit le Comiket, le Comitia ou peut-être les events un peu plus mineurs, comment tu penses que... Non. Bon, je vais regarder là. Et aussi au niveau peut-être des only events que nous on a assez peu au final. Je pense par exemple au Rolai Geksen, Late Aisai. C'est des choses qui existent au Japon et qu'en France on a assez peu. On a assez peu d'events vraiment spécialisés. Je pense par exemple on a la Yao Yuricon, mais au final en dehors de ça on n'a pas grand chose. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution au niveau du Japon que tu as pu voir?10年前から変わってきたっていうのはやっぱりあれですね、 SNS、 特にツイッターとかあとピクシブですね、あれが出てきてから随分変わってきたなっていう印象はありますね。昔ってそもそもそういうものがなかったので、みんなカタログをイベントごとに買って、で、それを見て目当てのサークルを探すとか、実際歩いて見に行くっていう形だったんですけど、最近はもう事前にネットで全部チェックした上でもうダイレクトに行っちゃうっていう風な感じになってて、売れる人は売れる、売れない人は売れないっていうすごく差が出てきてるのかなという印象を受けますね。Donc, il y a une dizaine d'années, en fait, tout ce qui était Pixiv, Twitter, etc. n'était pas aussi développé. Et donc, les gens étaient obligés de venir s'acheter un catalogue pour chaque event et de regarder dans chaque catalogue quels artistes et tout et de décider. Alors que maintenant, il y a Twitter, il y a Pixiv, on suit l'artiste qu'on veut. On fait ses choix déjà bien avant, entre guillemets, au jour le jour dans l'année. On a vu un truc qui nous a plu. Et donc, et ce qui fait que du coup, les moyens de publicité sont plus les mêmes.
Et du coup, le public est tout de suite plus ou moins acquis à un artiste ou pas. Et donc, il y a un event qui apparaît, le public il va chez celui qu'il connaît déjà. Et donc, les gens qui, de toute façon, déjà avant réussissaient à se vendre encore mieux. Et les gens qui avant réussissaient pas trop à se vendre se vendent encore moins, en fait. Il y a une sorte je vais pas dire de fossé, mais enfin, la différence commence à se faire sentir, en fait, entre ceux qui vraiment réussissent à vendre et qui n'ont pas trop de soucis à se faire et ceux qui réussissent de moins en moins à vendre. Alors, du coup, là, je vais un petit peu rebondir là-dessus avec les artistes français qu'on a ici. Est-ce que vous pensez que le marché, alors je pense Senri et Reinhardt, hein, est-ce que vous pensez que le marché serait intéressé par, comme je l'avais mentionné pour le Japon, par des events plus spécialisés, ou est-ce que au contraire, en France, on n'est peut-être pas assez prêt, pas prêt à accueillir ça, ou des choses comme ça? Non. Non. C'est-à-dire qu'en France, il y a déjà pas énormément de public pour le global. Donc je pense que séparer les choses en plusieurs events serait quelque part divisé. Alors je pensais pas, peut-être séparés, puisque ces events sont plus complémentaires au Japon. Mais en fait, le truc avec le Japon, comme on a dit avec le Comiket, il y a énormément de gens qui vont sur 500 000 personnes quand on fait plusieurs events. À la limite, tu peux dire si une personne va à cet event-là, elle ira pas à l'autre, etc. etc. Je pense que pour la France, étant donné qu'il y a un public plus restreint, le public va pas forcément va pas forcément aller à un event plus qu'à un autre parce que le sujet l'intéresse ou pas. Enfin, je sais pas si je suis claire. J'ai jamais été très claire de toute façon. Mais, je pense que de toute façon, il faut que le milieu évolue encore avant de pouvoir prétendre faire des events spécialisés. Quand on voit la notoriété de Japan Expo, c'est un méli-mélo de produits officiels avec un petit peu de HK par-ci, beaucoup de HK par-ci, et de l'amateur, des expositions, etc. etc. Tout le monde s'y retrouve en fait. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens, c'est pour ça que c'est la plus grosse convention. Pour faire après du spécialisé, déjà je pense on retombe sur le snobisme français en fait, qui dira ouais mais c'est pas grave, de toute façon s'ils vont là ils iront à Japan Expo, alors j'irai pas. D'accord, tu penses que c'est le côté exclusif qui manquerait je pense ça et il faut être réaliste aussi et bêtement matérialiste. Le français peut pas se permettre basiquement d'aller à plusieurs events à la fois, donc il va choisir. Et quitte à choisir, il y a énormément de gens, hélas, qui vont choisir Japan Expo plutôt qu'un autre. Donc, quitte à se déplacer, autant se déplacer pour l'événement et pas pour plusieurs petits événements, quitte à avoir plus de diversité, quitte à avoir plus de qualité. Tant pis, le français va, hélas, je parle du français moyen, hein, on va dire, va hélas choisir la quantité plutôt que la qualité. Voilà. Moi, je pense un peu la même chose en France, c'est pas encore prêt. Le public est pas du tout prêt parce que ce qui se passe depuis plusieurs années, pour les grosses conventions, que ce soit Paris Manga, Japan Expo ou n'importe laquelle en province, en fait, on présente à chaque fois que les invités des conventions. Et ça fait longtemps que les artistes exposants ne sont plus du tout présentés. On ne présente plus du tout le contenu d'une convention. Donc les gens viennent beaucoup pour des invités, en grande majorité. Et du coup, les artistes sont vraiment inconnus aux yeux du grand public, des artistes amateurs, artistes français. Et il y a des conventions, par exemple, qu'on fait aussi avec Senri en Suisse, où c'est assez différent, parce qu'en fait, la partie des artistes s'appelle le village des artistes. On n'est plus le coin des fanzines, qui a un côté maintenant assez péjoratif. Donc soit les gens ne savent pas ce que c'est qu'un fanzine, soit ils se disent le fanzine c'est le petit dessineux qui dessine dans son coin, un petit amateur comme ça, vraiment dans le sens péjoratif. Donc quand on entend un peu le public suisse qui vient au village des artistes,
On l'entend dire, ouais, c'est super bien, chaque année je viens pour le village des artistes, on trouve de super trucs, etc. Mais ce sont des artistes aussi qu'on trouve dans d'autres conventions, à Japan Expo, mais Japan Expo, on n'entend pas ça. Voilà, il y a, je pense, tout le côté de la communication pour les grandes conventions. Si on mettait plus en avant, ou ne serait-ce un minimum en avant, les artistes, ou les autres exposants, même les professionnels et tout ça, je pense que beaucoup de choses changeraient. Les gens prendraient plus conscience qu'il y a des artistes en France, et puis qu'on peut un peu changer un peu de la donne du marché professionnel. Donc il n'y a pas que des mangas édités, il y a aussi de l'auto-publié, etc. Des œuvres amateurs, pas forcément professionnelles non plus, qui peuvent être très intéressantes. Je reviens sur le côté un peu pestiféré des amateurs à Japan Expo. Quand on voit en fait au niveau des emplacements, les amateurs sont un petit peu mis de côté. Bon, là on a de la place, on va peut-être mettre les amateurs. Ça se ressent aussi au niveau du public au final, parce que comme les amateurs n'ont pas forcément un bon emplacement ou une bonne com ou quoi que ce soit, les gens font demi-tour en fait. Ils ont cette idée du fanzine imprimé à la maison avec vite, hop, un coup d'agrafe et c'est bon. Et puis on va vendre ça 15 000 €. Mais je pense que justement le public français a cette mauvaise image parce que le public français n'est plus curieux d'aller voir dans les villages amateurs. Il reste sur cet a priori en fait. Alors que le monde amateur a évolué, comme je disais avant. Mais plus personne ne se donne la peine de franchir la limite du village amateur en se disant « Ah non, il va y avoir que des trucs moches, je ne veux pas y aller ». Et non, viens, on va plutôt acheter une peluche HK. Mais, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté frileux de cette limite invisible du ici, on est encore à Japan Expo et ensuite après... C'est le territoire inconnu. Ah, c'est sombre. Donc, non, mais c'est limite, des fois, c'est sombre vraiment. Des fois, il n'y a pas de lumière. Mais je pense que c'est pour ça qu'il faudrait vraiment plus de communication pour les amateurs. Il faudrait en fait que le côté communication évolue avec le monde de l'amateurisme. Parce que au niveau amateurisme, ça continue d'augmenter, augmenter, mais au final, il n'y a que les gens qui veulent bien se donner la peine d'aller voir qui s'en rendent compte. Voilà. Du coup, je vais rebondir là-dessus et je vais demander... Oui, je rebondis beaucoup, je suis assez gonflant là-dessus. Je vais demander à Emmanuel, qu'en est-il au niveau des USA justement? Est-ce qu'eux, ils ont des events peut-être un peu plus spécialisés ou pas, et quelle comparaison on peut établir? Là, je ne saurais pas trop répondre parce qu'en fait, j'ai interviewé des personnes, des auteurs. Je ne suis pas tellement allée dans comme des Japan Expo aux États-Unis. Je sais qu'il y en a maintenant beaucoup, hein, ça s'est développé dans le monde entier de toute façon. Mais par contre, je vais faire comme toi, je vais rebondir. Mais je crois savoir, vous allez me dire, mais il me semble qu'à la Japan, là où sont les fanzines, il y a une limite, il y a un plafond pour la tarification. Tout à fait, 12 €. Et je me souviens de m'être demandé si c'était pas déjà ça un premier problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation éperdue et qu'en fait, tout simplement, quelque chose qui vaut pas plus que 12 €, déjà, ça le situe dans une sorte de carte de ce qu'on peut acheter, voilà, on va acheter la peluche ou le t-shirt Wonder Woman, voilà, à la place. D'une part, ça, c'est, je pense pas très bien qu'il y ait un verrou financier. Enfin, je crois, vous allez me dire. Et l'autre chose, c'est qu'aussi, la Japan, c'est surtout un supermarché, quoi. Et placer des artistes dans un supermarché, je sais pas, hein, autant aller chez Leclerc. Enfin, j'aime bien aller à la Japan, hein, je dis pas ça. En plus, voilà, mais si on doit parler de ce sujet-là, précisément, la zone sombre dont tu parles, c'est ça, il faudrait changer la mentalité globale et mettre les amateurs à l'entrée. Enfin, j'imagine, mais ça serait un autre event, quoi. Alors, en fait, là, je vais rentrer dans le côté très technique. Mais la limitation des 12 €,
c'est complètement fait bien exprès de la part de la CFA, c'est-à-dire que si vous avez La CFA, pour préciser, c'est le comité Oui, d'organisation voilà, de la Japan Expo. c'est les maîtres de Japan Expo. C'est sur qui vous devez taper si vous n'êtes pas content. S'il y a cette limitation de 12 €, ça veut dire que si vous vendez les choses plus de 12 €, c'est que vous avez les moyens de prendre un stand plus cher. Donc en fait, la limitation de 12 €, c'est pour inciter les gens qui ont des produits qui peuvent se vendre plus de 12 € de payer un stand plus cher. C'est simplement, c'est bêtement financier en fait. La limitation est là pour inciter les gens à payer plus, les amateurs à payer plus pour pouvoir éliminer cette limitation. Oui, mais ça a un impact quand même sur donc, le Ah oui, public. complètement. Et l'autre chose, c'est au fond, ça c'est peut-être Reinhardt qui en parlait tout à l'heure, mais si on va voir un éditeur mainstream avec un dessin très perso et très original, peut-être ça l'intéressera pas. Ça c'est autre chose, c'est la question plus de l'originalité de ce qui existe dans la créativité populaire. Enfin, je fais exprès de dire ça, mais par rapport à ce que le mainstream aime être en sécurité, dans des zones déjà connues, où on sait déjà à qui ça va plaire. C'est pareil en télé, hein. Ça va plaire à ceux-là, et donc on vous prend votre truc, voilà. Enfin, donc je ne sais pas finalement si c'est le meilleur tremplin, des fois, d'aller voir des éditeurs, mais peut-être que oui, en fanzine, je ne sais pas. Je dirais que c'est vrai que je discute souvent avec des éditeurs aussi. Et en France, c'est des petites structures. Donc c'est des petits bureaux, etc. Ça dépend desquels éditeurs de manga. Mais on va dire de leur point de vue, ils se disent que s'ils vont chercher un truc trop créatif, ils vont prendre des risques. Donc sachant que des fois des risques ça peut très bien payer aussi quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc je pense que en plus maintenant niveau éditorial en France, moi de ce que je remarque en ce moment, c'est que de base de toute façon depuis des années, ce sont les auteurs eux-mêmes qui font leur propre promotion. L'éditeur fait moins ce boulot-là maintenant, il fait juste le minimum, les petites annonces, mais c'est tout. Donc maintenant, ils vont voir chez les artistes si, peut-être dans le fanzina, s'ils arrivent déjà à bien vendre, s'ils sont populaires, ou même ceux qui sont même pas dans le fanzina, qui publient juste sur Internet, s'ils sont populaires ou pas. Donc ils vont chercher une certaine base de sécurité avant de publier quelqu'un. Mais sinon, pour en revenir tout à l'heure aux États-Unis, parce qu'en fait, je me suis pas mal renseigné sur les conventions là-bas, par rapport aux autres thèmes qui soient moins généralistes. En fait, je suis tombé un peu sur pas mal de conventions à thème, par exemple Fury Expo ou des trucs comme ça. Mais oui, on a soit le côté très généraliste comme Japan Expo, on a de tout. Et aussi on a le côté peut-être de ce qu'on trouve pas dans ces conventions-là. Donc très souvent ça peut marcher un peu si ce sont des thèmes abordés qui sont très différents. En France par exemple, il y a quelques années, il y avait eu des événements sur les poneys. Et il me semble, d'après les artistes qui étaient là-bas, que ça marchait super bien. Après il n'y a pas eu d'édition, peut-être que les organisateurs s'y sont pas retrouvés financièrement. Mais au niveau des artistes, ça avait plutôt bien marché a priori. Après, en France, on a, comme je l'avais cité, la Yao Yurikon, qui est le seul que j'aurais en tête en spécialisé, on va dire, qui marche encore d'ailleurs, hein, qui est encore à pas mal d'éditions. Donc, a priori, il y a peut-être un marché, mais ça marche vraiment très bien. mais C'est vraiment un marché de niche. Faut bien cibler, on va dire. Tous ceux qui s'intéressent au yaoi, yuri comme ça, ils vont foncer là-bas, quoi. Moi, je connais quelques amis artistes qui y vont, et même si c'est plus petit, ça fait moins de visiteurs qu'une Japan Expo, mais par contre, c'est vraiment des passionnés. Donc, oui, les gens viennent pour ça. Ouais. Très bien. C'est vraiment le côté intéressant de ces petits événements-là. On peut peut-être juste préciser où est-ce que ça se passe Pour Là, il y a Yuricon. Alors, de tête, ça se passe. Ah, ils en ont fait une édition à Paris, mais avant c'était à Lyon, si je dis pas de bêtises. Ils Et faisaient donc, tout à Lyon. c'est à partir de maintenant, ce sera quoi? C'est toujours Lyon? Alors, c'est Paris ils maintenant. restent à Paris maintenant. Maintenant qu'ils ont assez grossi et je pense ils ont plus d'aisance financière, ils peuvent se permettre, à mon avis, de venir sur des salles plus coûteuses, on va dire. Donc là, on a à peu près fini, je pense, côté timing. Du coup, on va passer aux questions. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient des questions, qui voudraient des précisions?
va faire passer un micro. Donc c'est au niveau de la distribution des fanzines. Donc déjà, je voudrais revenir sur un point, puisque on a beaucoup parlé du support papier, mais je crois qu'au Japon, il y a aussi des supports en jeux vidéo et autres. Je crois qu'il y a aussi une différence dans la distribution, notamment au niveau du Japon et de la France, c'est qu'au Japon, il y a des librairies spécialisées justement dans les doujins, ce qu'il n'y a pas en France. Donc du coup, l'acheteur enfin pas l'acheteur, mais l'acheteur de fanzine, il est obligé déjà de se déplacer dans une convention pour pouvoir acheter. Alors qu'au Japon, justement, il n'y a plus cette barrière-là. Du coup, le fait qu'il y ait de la redondance de conventions dans l'année, que ce soit en France ou au Japon, est-ce que ça joue aussi sur le côté distribution ou pas? Alors énormément, parce que effectivement, comme on peut pas se permettre, comme on n'a pas de distributeur, de réseau de distributeurs, comme on n'a pas de vrai stock un peu partout, hélas. Il n'y a qu'en se déplaçant au final qu'on peut amener nos propres stocks et faire notre propre distribution. Donc effectivement, plus on fait de conventions et au final, plus il y aura de possibilités d'avoir une sorte de nom, une sorte de prestige. Et forcément, plus c'est facile d'écouler des stocks, de faire découvrir. Donc oui, énormément. Plus on fait de conventions, et mieux c'est au final. Ouais, c'est vrai qu'au Japon, donc, il y a des chaînes de boutiques comme qui s'appellent Tola no Hana, Melon Books et tout ça, qui ont vraiment des étages entiers avec juste de dojinshi, donc des productions amateurs, mais en même temps ils sont très nombreux au Japon à produire. Donc en France, on ne pouvait pas imaginer un peu une petite boutique. Déjà, il faut prendre des risques pour ouvrir une boutique qui vendrait que des fanzines, et surtout, on n'est pas tant d'artistes que ça comparé au Japon. Donc comme je disais, Japan Expo, on est entre 200 et 300 artistes. Au Japon, Comiket, c'est dans les 30 000, 40 000 maintenant. Donc en fait, ce qui se passe dans les boutiques au Japon, c'est qu'il y a un roulement de 3 mois. Donc en fait, c'est une espèce de dépôt-vente. Donc on vend au Comiket et tout ça. S'il reste du stock, donc on vient les déposer dans ces boutiques-là. Et au bout de 3 mois, on voit s'il reste quelque chose et on récupère les bénéfices sur les ventes. Mais il y a vraiment beaucoup d'artistes qui viennent déposer. Donc ça fait vraiment plusieurs étages remplis. Alors qu'en France, si on devait compter un peu par rapport à toutes les nouveautés par an des productions amateurs, tout ça, sachant que le public n'est pas vraiment prêt aux productions françaises amateurs, donc ça serait pas suffisant. Donc il faudrait que les gens connaissent un peu plus, il faudrait que quelqu'un ait les moyens de prendre le risque de faire ça, et qui ait les moyens de faire de la com pour vraiment bien mettre en avant les artistes. Donc c'est vraiment très compliqué, parce que tout le monde se dit c'est un petit artiste, il va peut-être pas vendre beaucoup. Par contre, il y a quand même des artistes en France qui arrivent à contacter des libraires et tout ça pour pouvoir distribuer leurs fanzines dans quelques librairies. Donc ça se fait à petite échelle, quelques librairies, mais voilà, quoi. Juste pour ajouter un petit truc, au niveau de vous deux, notamment en France, est-ce que la VPC ça marche? Parce que j'imagine que vous en faites un petit peu à l'ère d'Internet. La VPC ça marche très bien. La VPC ça marche très bien. Dans les premières étapes en fait. Après, il y a la poste. Et c'est la catastrophe. Mais non, en général, oui, la VPC aide pas mal pour les gens qui n'ont pas pu venir aux conventions dans lesquelles on était, ce genre de choses. Le problème, ça reste les frais de port exorbitants. Donc la plupart du temps, les gens seront plus facilement déplaçables en convention plutôt que de prendre quelque chose par correspondance. La correspondance se fait vraiment quand il n'y a vraiment pas d'autre choix en fait. Alors que en convention, je pense qu'il y a le côté contact, il y a le côté possibilité d'avoir la dédicace, de discuter pendant, etc. Qui rajoute, on va dire, au côté sympa de la convention, qu'il n'y a effectivement pas à la VPC. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question? Quelqu'un a une autre question?
Ne soyez pas timide, hein, allez-y, n'ayez pas peur. Ah, devant. Bonjour, et je voulais savoir, aux États-Unis, les commissions, c'est quelque chose qui devient de plus en plus, enfin, qui est quand même assez étendu. Et en France, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus étendu aussi. Est-ce qu'au Japon, c'est le cas aussi, ou c'est vraiment juste de la création originale faite par l'artiste? Bonjour. Aux États-Unis, oui, il y a pas mal de commissions. En France, ça s'appelle un peu plus les dessins à la demande ou portraits manga. Ça se fait beaucoup aussi. Hein. Tout le monde ne le fait pas, voilà. On va dire oui, ça. tout le monde ne le fait pas. Mais au Japon, non, c'est extrêmement rare. Les artistes dessinent très rarement sur leur stand. Déjà parce que c'est beaucoup plus court, quelques heures par jour. Et ça arrive quelquefois que des fans demandent des petits dessins sur Shikishi, des dédicaces. Ça peut arriver si l'artiste a envie ou pas, mais généralement au Japon, c'est rare. Bon, je pense on va avoir fait le tour pour les questions, notamment parce que c'est l'heure. Pour finir, je pense on va faire un dernier tour de table. Si vous voulez présenter un petit peu ce que vous faites, je vous ai amené à chacun vos œuvres respectives, puisque les artistes, alors les 3 qui sont à ma droite en tous les cas, sont présents au sein de la convention. Donc si vous voulez jeter un œil sur leur stand, il y a ça. Mais si vous voulez peut-être vous-même faire de l'autopromotion. Tout est bien, venez tous. Alors pour moi, donc principalement, je crée mes propres mangas. Et bon là ce dernier livre que j'ai sorti, c'est pas un manga parce qu'en fait je prépare une série. Parce que d'habitude je fais des one-shots, des histoires en un seul chapitre. Et la particularité de cette production-là, c'est que je prépare en plus une production animée qui sera aussi au Japon, donc avec des studios japonais et tout ça, donc pour une diffusion au Japon. Donc diffusion au Japon, donc il y aura aussi le côté streaming légal, sous-titré français, etc. de prévu. Donc ça va prendre un peu de temps pour préparer tout ça, mais ça va se faire. Donc moi j'ai mes propres petites séries, je suis content, je suis au Japon, enfin c'est... Désolé. Voilà, mais je pense que moi un peu la différence c'est que je fais des séries, je produis quelque chose qui fidélise les gens. Donc je pense là j'espère que ça va aller loin et puis bon il y a d'autres projets, ça viendra aussi. Donc voilà, venez sur mon stand, il y a tout plein de trucs sympas. Et en plus il est gentil. Alors en fait non. Alors moi c'est surtout alors chez moi pour l'instant c'est surtout de l'artbook. Hein. Une très bonne qualité, premium, tout ça. En fait, je dessine surtout, moi, ce qui me rend contente. Après, si ça rend les gens contents aussi, je suis contente. Voilà, tout le monde est content, c'est beau. Bisounours. J'ai beaucoup de projets de bande dessinée. Maintenant, il faut que je me foute un coup de pied au cul. Mais sinon, bah écoutez, venez si vous voulez. Je ne mords pas, ça dépend. Mais voilà, je pense que c'est tout. Sinon, je fais des blagues et elles sont pourries. Voilà. 今回ちょっとフランス向けに頑張って作ってみました。漫画じゃなくてイラスト本なんですけど、自分がちょっと昔ちょろちょろっと描いたイラストをいくつか載せた本を置いてますので、よければ来てください。Oui, donc en fait, là pour cette fois-ci, il a juste ramené un petit livre avec quelques illustrations. Il y a du français dedans sur la fin, mais c'est parce que c'est un peu sa marque de fabrique. Mais c'est surtout des illustrations qu'il avait fait sur le thème du lapin, je crois. Et donc voilà. Je dois vous avouer, j'ai pas entendu la fin de son message. J'étais en train de. Mais je pense qu'il sera ravi de discuter avec vous quand on aura fini avec ça.
Et Emmanuel, du coup, alors, vu que tu n'es pas dans la création directe, peut-être parler un petit peu de ce que tu as pu faire, qui est disponible Oui, oui, éventuellement en 2 mots. Donc j'ai 2 documentaires sur Internet. Donc le premier, c'est un web documentaire, donc de toute façon, il est nativement sur Internet et encore pendant 5 ans. Il s'appelle Citizen Fan, et en fait, si vous tapez Citizen Fan et France Télévisions, vous allez le trouver, je pense. Et le deuxième, il n'était pas censé être sur Internet, a priori, mais j'ai demandé à France 4 de le mettre sur YouTube, et donc il est sur YouTube. Il s'appelle Fanfiction, ce que l'auteur a oublié d'écrire. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Voilà, bah merci à tous d'être venus.